Donc bienvenue, je me présente, je m'appelle Leslie Fornero, je suis l'animatrice du podcast Le Monde de la Cyber qui a pour but de rendre accessible le sujet de la cybersécurité à tous. Bienvenue à ceux qui s'installent là-haut, on voit dans le noir. Et récemment, j'ai lancé un deuxième podcast sur l'IA qui s'appelle Le Monde de l'IA. Donc c'est une des raisons pour laquelle je suis assez contente d'animer cette table ronde aujourd'hui qui est à la croisée de mes deux univers. Donc l'IA est-elle déjà un meilleur pentester qu'un humain ? Ça va être notre sujet du jour. Alors, vous le savez tous, l'IA a été massivement adoptée dans le secteur de la cybersécurité. Donc, on n'en est plus à se poser cette question, est-ce qu'on l'utilise ou pas, mais plutôt jusqu'où on peut aller avec l'IA. Donc, dans cette table ronde, on va essayer de comprendre donc, ce que l'IA change dans le pentest. Est-ce que l'IA trouve des failles que l'humain ne voit pas ? Est-ce qu'elle est en train de devenir meilleure qu'un humain ou est-ce qu'elle va devenir meilleure qu'un humain pour le pentest ? Qu'est-ce que ça change concrètement aussi pour les métiers du pentest? Et pour en débattre, donc, j'ai la chance d'être entourée de nos trois experts ce jour qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. Donc c'est pour ça aussi que cette table ronde va être assez riche et très intéressante. Donc à mes côtés, j'accueille donc Philippe Dourassov tout au bout. Bonjour. Bonjour Philippe, AI Pentest Lead chez Aikido Security. Donc une plateforme de sécurité qui couvre l'analyse de code, la sécurité cloud et le pentest automatisé. Donc Philippe, toi tu es officiellement classé numéro 1 mondial en hacking compétitif après avoir remporté l'or au World Skills 2024. Bravo, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Avec nous également cette session, Valentin Beaumont, directeur des opérations chez Lexfo, un cabinet d'expertise en cybersécurité basé à Lyon, avec plus de 100 collaborateurs, dont 80 ingénieurs spécialisés. Le cabinet couvre la réponse aux incidents. Vous êtes aussi qualifié ANSSI. Vous couvrez aussi les audits, la CTI, la formation. Bienvenue Valentin. Bonjour à tous. Et enfin, j'accueille Vladimir Kola, à ma droite, cofondateur de Patrol, une solution de pentest automatisée qui gère la surface d'attaque, la surface exposée sur Internet des entreprises en combinant hyper-automatisation et expertise humaine pour anticiper les menaces cyber. Vladimir, tu fais partie des 3 fondateurs qui sont d'anciens pentesters et ensemble, vous avez réussi à automatiser une grande partie de ce qui se faisait manuellement en pentest à l'époque, et ce, avant même l'arrivée de l'IA. Et on va en reparler, bien sûr, lors de cette table ronde. Bonjour. Bienvenue à tous les 3. Et pour lancer le sujet, on va parler de ce que change l'IA dans le pentest aujourd'hui. Philippe, je me tourne vers toi. Quand est-ce que l'IA est apparue dans le pentest ? À quel moment est-ce que tu t'es dit « Ah oui, là, ça change tout ». Alors, ça fait déjà environ 2 ans qu'on commence un petit peu à expérimenter, même un peu plus déjà. Avant, c'était le machine learning plus que l'IA. Directement, on essayait de classifier les vulnérabilités, ça ne marchait pas très bien, principalement parce que c'est plus complexe que juste dire oui ou non vulnérable ce bout de code, parce qu'il faut du contexte, il faut comprendre ce que l'application fait, il faut aller chercher comment est-ce que le code fonctionne. Donc au début ça marchait pas très bien, ensuite on a eu l'IA qui commençait un petit peu à comprendre, à raisonner par rapport au code, c'était il y a environ 2 ans, mais à nouveau ça marchait pas très bien parce qu'il y avait beaucoup de faux positifs, beaucoup de manque d'intelligence en fait de l'IA qui pensait pouvoir voir quelque chose alors que c'était en réalité pas du tout une vulnérabilité, ça faisait perdre du temps, ça faisait beaucoup de bruit pour les rechercheurs. Mais ça s'est amélioré assez rapidement. Ces 2 dernières années, on a vu un boom de l'intelligence en fait. On a commencé à avoir des IA qui commençaient à faire du bon code, qui ont commencé à pouvoir vraiment raisonner correctement à propos d'un programme. Et c'était en même temps le raisonnement qui s'est amélioré du côté des développeurs, mais également donc des chercheurs en cybersécurité pour comprendre le code, comprendre où sont les failles de sécurité. Ça a commencé vraiment à marcher, je dirais, il y a environ 2 ans, 1 an et demi. J'ai commencé à me lancer dedans du coup avec une start-up que j'avais fondée, qui s'est donc fait racheter par Aikido Security, avec qui je travaille depuis. Et sur ces dernières années, on est passé d'une IA qui pouvait trouver quelques failles par-ci par-là, une IA qui a commencé à rivaliser avec les pentests humains sur nos comparaisons. Et aujourd'hui, la tendance va du côté de l'IA pour le futur. Vladimir, je me tourne vers toi. Quelle est la différence concrète entre ce que vous faisiez, vous, chez Patrol, donc du pentest automatisé en continu, jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA agentique ? Est-ce qu'il y a une vraie rupture ? Alors, tu parles de changement, en fait, à la fois pas grand-chose et tout, mais à la différence de ce que disait Philippe, nous, on l'utilise finalement comme un outil. Ça n'est qu'un outil de plus parmi d'autres.
C'est un outil qui est très intéressant, qui fait plein de choses intéressantes, mais qui n'est pas parfait, qui a les avantages et les inconvénients, en particulier sur les hallucinations, les faux positifs. Mais c'est un outil qui est très performant, mais par contre, qui fait partie de la myriade d'outils qu'on peut utiliser. Valentin, quelle est ta vision sur le sujet? Je suis assez d'accord avec Vladimir. On est vraiment sur un outil qui va permettre aux pentesters d'être plus efficaces, de couvrir plus de surface plus rapidement, parce que ça permet de traiter de la donnée de manière assez phénoménale en termes de volume, mais c'est un outil. Si on se repose sur lui, on va vite avoir des problèmes de faux positifs, des problèmes de triage, peut-être des hallucinations. Et voilà, je pense que c'est un outil. Si je peux juste compléter, si tu veux, c'est comme l'automatisation, où avant on faisait beaucoup de choses. Je prends l'exemple de Docker, Kubernetes. Avant, tu étais obligé de déployer un serveur physique. Ensuite, on est passé à la machine virtuelle. Ensuite, on est passé à la containerisation. Donc, on gagne un temps monstre. Mais par contre, au final, on fait toujours un certain nombre de tâches. On a des tâches qui ont aussi une plus forte valeur ajoutée. Et sur l'intelligence artificielle, c'est à peu près la même chose. C'est qu'il y a plein de tâches qu'on faisait manuellement, qui étaient chiantes à faire, il faut le dire, qu'on peut automatiser. Là, typiquement, nous, on est en train de regarder des sujets d'automatisation, de création de code d'exploitation, principalement sur l'open source, où on fait le diff entre le code source et le code corrigé. Et automatiquement, ça essaie, alors ça ne marche pas tout à fait parfaitement, mais ça permet de commencer à créer des codes d'exploitation. Et avant, il fallait spalucher le code source, ça prenait beaucoup de temps pour essayer d'analyser et créer un code d'exploitation. Et là, ça permet de faire gagner beaucoup de temps. Alors, utiliser l'IA pour faire du pentest, c'est une révolution pour toi ou c'est juste du marketing? Étant donné qu'ancien pentester, maintenant je suis responsable commerce et marketing, forcément je vais utiliser l'argument, mais c'est beaucoup de marketing, mais encore une fois, c'est vraiment un outil qui marche bien, mais par contre, avec encore une fois ses avantages et ses inconvénients, qui doit être maîtrisé, qui ne fait pas tout. Comme je te le disais sur la partie création automatique d'exploits, ça marchote, mais ça fait gagner quand même beaucoup de temps à nos experts, à nos pentesters pour coder par exemple des exploits. Philippe, tu veux rebondir? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de produits qui sont lancés parce que c'est aujourd'hui très facile de construire un nouveau programme, de créer son propre AI pentester, entre guillemets. Maintenant, je pense qu'il y a une grande différence entre les projets personnels et les hobbies et les produits qui sont vraiment prêts pour l'industrie et la production. Un exemple tout simple, c'est que aujourd'hui, si on veut réussir à interagir avec les pages modernes, complexes, si on veut pouvoir juste s'authentifier sur une page, c'est très compliqué de le faire avec les outils traditionnels comme Curl, où on irait directement interagir avec le site sans passer par des navigateurs, juste en lisant le texte. Les LLM lisent du texte, du coup on peut dire que c'est plus simple, mais en réalité, le texte des pages Internet aujourd'hui est si complexe que c'est à peu près impossible de les utiliser sans passer par un navigateur. Et donc un projet de hobby pourrait utiliser des outils de texte, mais un projet qui serait prêt pour l'industrie aujourd'hui serait adapté en fait, aux nouvelles technologies en utilisant par exemple un navigateur qu'on donnerait aux IA, mais également par exemple une adresse email pour pouvoir s'enregistrer, également des domaines pour qu'ils puissent utiliser des attaques qui ont besoin d'externaliser du coup des requêtes. Il peut y avoir aussi également de la connexion avec Google et Microsoft, etc. Tout ce genre de petits détails, je pense, c'est ce qui fait vraiment la différence entre un outil qui marche à peu près et un outil qui peut vraiment être au niveau ou même être à un niveau supérieur au pentest traditionnel qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui distingue un vrai outil de pentest IA d'un simple modèle de langage comme Claude ou ChatGPT à qui on poserait des questions sur la sécurité d'une application? Alors, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on demande à Claude Code de trouver des failles de sécurité dans du code, par lui-même, sans architecture, sans orchestration, ça marche déjà extrêmement bien. On a des benchmarks de notre côté où on essaie de mesurer les performances des différents outils. Et aujourd'hui, Claude Code, on lui donne une grande application. Claude Code peut trouver la moitié des vulnérabilités juste en lui demandant où sont les vulnérabilités. Et ce, avec assez peu de faux positifs, environ 3 faux positifs pour 40 vrais problèmes qui sont trouvés. Maintenant, le problème avec un simple modèle qu'on lui donne du code, c'est que les applications sont assez grandes en général et un modèle de langage peut à lui-même difficilement trouver toutes les failles de sécurité sans passer par d'autres outils qui est surtout la délégation. Ce qui marche extrêmement bien de ce qu'on a remarqué, c'est au lieu d'utiliser un seul modèle, on utilise des dizaines, des centaines de modèles qu'on va séparer et qu'on va leur demander d'aller non pas en largeur, mais en profondeur dans chaque fonctionnalité du site. Et ainsi, comme l'avait mentionné mon collègue avant, mon co-présentateur avant, on va pouvoir traiter une quantité de données qui est phénoménale
et ce en parallèle, parce qu'on aura du coup des centaines de modèles qui vont travailler en parallèle et en profondeur dans chacune des fonctionnalités. Et ça, je pense, c'est ce qui fait la différence fondamentale et qui explique le gain de performance en fait, entre un outil de pentest et juste demander à Claude Code ou à ChatGPT. Valentin, concrètement, sur une mission de pentest chez Exfo, où est-ce que l'IA vous fait gagner du temps et où est-ce qu'elle ne vous en fait pas gagner d'ailleurs ? Elle fait gagner du temps sur tout le traitement et l'ingestion des données, sur toute la partie reconnaissance, scan, préparer un petit peu le terrain sur cette partie recon. Après, elle va en faire gagner sur toute une structuration des idées ou potentiellement d'un plan de test, mais ça ne va pas faire gagner de temps sur... il va y avoir des faux positifs. Moi, je pense qu'on en a un petit peu plus que ce qui a été énoncé par Philippe. Il va falloir trier des choses. Des fois, il y a des criticités qui vont être un petit peu hallucinés, des risques critiques sur juste des manquements de leader ou des choses comme ça sans enchaînement. Ça va faire perdre du temps sur du bruit au final qui va être compliqué de trier. Donc en fait, les auditeurs chez nous, ils utilisent l'IA en fait pour augmenter leur capacité, aller plus vite. C'est-à-dire qu'avant, pour aller creuser un produit ou un outil qu'ils trouvent sur le SI du client, en fait, ils allaient peut-être falloir passer 5 jours hommes, 10 jours hommes. Maintenant, en une demi-journée, ils vont pouvoir avoir un POC, comme disait Vladimir. En fait, on va pouvoir plus facilement se projeter sur une tentative d'exploitation d'un binaire sur un temps qui est résolument, qui est beaucoup plus grand. On peut en une demi-journée factoriser le travail de compréhension, de développement, de reverse qu'on aurait mis 5 à 10 jours. Mais ça, c'est juste parce que ça permet de traiter de la donnée plus vite. Donc en fait, ça va permettre aux auditeurs, et ça le permet déjà, d'améliorer les performances et surtout d'aller plus vite et du coup d'aller au final chercher des vulnérabilités un petit peu plus complexes, critiques, et de chercher encore plus d'exhaustivité. Est-ce que vous avez des exemples de failles que l'IA détecte mieux que l'humain aujourd'hui ? Philippe, peut-être ? Oui, alors on a souvent cette remarque comme quoi l'IA n'est pas capable de trouver tout ce qui est bug de logique, où il faut vraiment comprendre l'application. De ce qu'on a observé, c'est un peu le contraire. On a certes des failles techniques qui sont révélées, mais je pense qu'environ 2/3 de nos failles vont plutôt être des problèmes de logique, où par exemple un développeur a oublié de mettre du code qui va vérifier les permissions d'un utilisateur pour interagir avec une certaine fonctionnalité, ou alors il a oublié de mettre en sorte que pour un virement bancaire on peut mettre que des montants positifs, il a oublié qu'on puisse aussi envoyer des montants négatifs pour voler de l'argent par exemple. Ce genre de problèmes qui sont vraiment très très spécifiques aux différents secteurs. L'IA va être capable de les trouver. Un exemple en particulier que j'avais bien aimé, c'était un compétiteur à DocuSign, donc les e-signatures. On avait une IA qui avait trouvé un moyen de forger des signatures de la part d'autres utilisateurs. Donc l'IA a quand même cherché ce que fait le business, comprendre le business model, comprendre ce que c'est les failles critiques qu'on veut vraiment pouvoir éviter d'avoir quelqu'un qui les exploite, et ensuite pouvoir trouver ce genre de failles pour pouvoir ensuite les régler. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dont vous aimeriez parler ? Pas d'exemple précis concret, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va te permettre, typiquement, tu parlais d'injection sur la partie logique applicative, des choses comme ça. En général, on développe des outils qui vont se charger de ça. Et typiquement, sur la partie étanchéité, par exemple, entre les comptes, entre est-ce qu'un utilisateur normal a les mêmes droits qu'un compte admin ? Normalement, non. Il y a plein de techniques qui existent depuis très longtemps, qui consistent à faire des graphes des droits, puis après de comparer les graphes, et c'est ultra rapide et très simple à faire. Ça demande quand même à être capable de lister tous les chemins possibles, fonctionnels. Est-ce que je vais sur telle page, ensuite telle page, j'ai le droit de faire telle chose. Et en fait, l'IA, c'est vrai que là-dessus, ça marche, je suis d'accord. Par contre, ça a un coût qui est quand même très élevé parce que ça demande à faire appel à des LLM, etc. Là où finalement, les outils entre guillemets traditionnels classiques font le même taf pour un coût moindre. Par contre, ce que tu viens de dire est super intéressant sur la logique applicative de la classique, j'ai mon panier au moment de valider, c'est 500 €, je mets -1 et hop, c'est gratuit. Ça, effectivement, c'est difficile d'avoir des outils dédiés. Effectivement, ça apporte vraiment un intérêt là-dessus, en faisant des choses que tu ferais toi, humain, parce que tu sais que c'est une technique que tu dois tester et qu'il n'y a pas forcément d'outils dédiés à ça, typiquement à ce cas précis. Et ça permet d'adresser plein de cas différents rapidement, mais par contre avec certaines limites. Souvent, je fais un peu une analogie en disant que l'IA, c'est un peu... Je sais pas si j'ai cru voir qu'il y avait des gens un peu jeunes dans la salle, mais c'est un peu comme si on avait un stagiaire ou un alternant qui a quasiment une connaissance infinie, en tout cas toute la connaissance de l'humanité, mais qu'on a besoin de diriger parce qu'au final, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Mais il y a vraiment cet intérêt d'avoir, entre guillemets, comme une personne qui a cette connaissance quasi infinie. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a une part du travail qui ne sera jamais remplaçable par l'IA ?
selon vous? Je pense que oui, déjà sur la partie compréhension des enjeux métiers, les contextes business, etc., oui, on peut mettre des signes négatifs et lui faire comprendre comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a des enchaînements de vulnérabilité mineure qui peuvent arriver à un scénario plus critique dans le contexte de notre client, qui peut être du bancaire, de l'énergétique ou des choses comme ça. Et ça, l'IA, elle ne pourra pas le deviner, elle ne pourra pas le faire, elle n'aura pas cet instinct, cette intuition qui fait qu'un pentester, un bon pentester, parce qu'on dit que c'est meilleur qu'un pentester, mais il faut déjà classifier c'est quoi un bon pentester. Et en fait, un bon pentester, normalement, il a ses intuitions. Et en fait, il va se reposer sur l'IA pour aller plus vite, pour aller creuser ses intuitions qu'il a, pour remplir sa mission dans le temps qu'il va avoir. Donc pour moi, voilà, l'IA, elle ne pourra pas... en tout cas, actuellement, les modèles sont trop limités pour aller là-dessus. Les modèles sont entraînés à partir de données, de connaissances, on va dire, ouvertes. Tout ce qui est système propriétaire ou des éléments un petit peu plus cloisonnés sur lesquels il n'y a rien, au final, sur lequel se reposer. Ça va être un petit peu plus laborieux. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais je pense ça fait partie des limites. Donc pour moi, il faut cet instinct humain qui fait qu'on arrive à réfléchir, à penser et au final à contourner des systèmes. C'est ça le hacking, hein, c'est trouver comment trouver un chemin là où il n'y en a pas, ou en tout cas essayer d'en trouver un autre que celui qu'il y a. Et là, il faut, je pense que l'IA ne remplacera pas demain cet esprit critique et cette volonté de passer outre. Vladimir, tu voulais réagir? Non, déjà, je voulais faire sur le bon et le mauvais pentester. En fait, le bon pentester, il trouve une vulnérabilité, il l'exploite. Alors que le mauvais pentester, il trouve une vulnérabilité, il l'exploite, mais tu sais, c'est pas pareil. Non. Non, mais en fait, finalement, je reviens sur l'idée de l'outil. Par contre, ça permet à un humain, alors même une équipe, de faire plus de choses qu'avant. Moi, je fais un parallèle aussi, par exemple, à mes parents qui étaient ingénieurs, qui avaient des secrétaires, des choses comme ça. Moi, ma mère, quand elle a vu que je tapais mes mails, elle était hallucinée. Elle dit quoi, tu tapes tes mails? C'est pas possible. Moi, j'avais quelqu'un pour faire ça. Et oui, je pense qu'on aura cette capacité finalement avec autant, voire moins d'humains, la capacité de faire beaucoup plus, d'adresser beaucoup plus de périmètres, beaucoup plus d'actifs, beaucoup plus de tests, parce que ça nous fait encore une fois gagner du temps, et ça nous permet d'aller plus loin. Oui, c'est ça, je complète. Un pentest qu'on vend à un client, le client il a rarement un budget limité, donc déjà il y a des contraintes temporelles et du coup d'argent associé. Là, on pourra aller plus loin, on pourra offrir un pentest qui sera plus qualitatif et plus exhaustif parce qu'on pourra couvrir beaucoup plus de choses, parce qu'on pourra ingérer plus d'éléments. Et en fait, le parallèle est très bon, hein, c'est que on a plus de moyens, on décuple et en fait on confie des tâches qui sont très longues et rébarbatives à des outils et du coup à ces fameux IA qui nous permettent de nous concentrer sur l'essentiel et d'aller chercher des vulnérabilités avec le plus d'impact. Puis de toute façon, le titre répond presque à la question avec ta présence, parce que toi, tu es expert cyber, presque pentester, et tu utilises l'IA et tu la configures chez Aikido. Donc finalement, ça ne te remplace pas. Alors, en soi, je pourrais quitter Aikido aujourd'hui et l'IA marcherait encore, donc peut-être je peux être remplacé. Je suis encore présent parce que j'arrive à l'améliorer, mais dès que j'arrive plus à l'améliorer, là, on en rediscutera. Non, mais dans tous les cas, oui, c'est sûr que ça va pas complètement remplacer les humains. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il va toujours y avoir des aspects qui sont impossibles pour l'IA, en particulier par exemple les pentests physiques. Ça, on ne va pas avoir un robot qui va venir dans une entreprise essayer de faire un pentest physique où il va commencer à accrocher des serrures et faire du social engineering. Un jour peut-être. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît, bip boop. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que tout ce qui est, disons, un peu plus classique et traditionnel, les pentests un peu plus répétitifs, donc les applications web en particulier, je pense que ça va être quelque chose qui, aujourd'hui, de ce que je vois, automatisé à un niveau qui arrive à faire mieux que la majorité des boîtes de pentest. Pas toutes, je dirais encore. Je pense que les hackers d'élite, entre guillemets, ont encore un certain avantage sur les pentesters IA. Mais aujourd'hui, quand on fait les statistiques, la majorité des boîtes de pentest, ils ne sont pas forcément composés de hackers d'élite, disons ça, comme ça. Et aujourd'hui, si on fait les comparaisons, on a publié des résultats, on a vu qu'on arrive à trouver à plus de failles critiques et autres que les humains. C'est-à-dire que les boîtes de pentest ont raté des failles qui auraient pu ruiner un business que l'IA n'a pas raté. Donc, je pense que si on prend vraiment une boîte moyenne, la boîte de pentest moyenne, elle ne va pas pouvoir avoir des résultats qui sont aussi exhaustifs et bons qu'un robot qui ne va jamais dormir, qui ne va jamais rater quelque chose parce qu'il a été entraîné pour ça. Je pense qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, on arrive à un point où les pentests répétitifs sont automatisés par l'IA.
On a commencé à en parler, des limites de l'IA. Est-ce qu'elle montre aussi des limites techniques dans ses capacités de pen testing? Quelles sont-elles aujourd'hui, en tout cas, puisque ça va continuer d'évoluer? Il y a déjà la taille du contexte, c'est-à-dire que si l'audit est long, on va compresser au milieu, on va perdre de l'information utile et forcément on va perdre de la pertinence et elle risque de divaguer. Alors après, si on la prompte bien, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, elle a peut-être du mal à se concentrer sur quelque chose d'assez précis. Par contre, elle a vraiment l'avantage, elle n'a pas de fatigue, elle n'a pas de contraintes amoureuses, elle n'a pas de contraintes familiales, elle connaît pas le décès, des choses comme ça. Donc, elle est stable dans son efficacité. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour elle. Mais il y a des coûts, déjà techniques et technologiques. La crise en Iran rappelle un peu plus ça et accentue un petit peu plus tous les dépendances qu'on peut avoir avec des fournisseurs qui sont aux quatre coins du monde. Je pense que c'est vraiment la taille de ce contexte, les hallucinations, le manque d'entraînement sur certaines choses très spécifiques. Ouais, je rebondis sur la mémoire et la taille du contexte, qui est un sujet vraiment très important. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'audit, mais il y a plein de types d'audit. Il y a l'audit boîte noire, ou en fait black box, où tu n'as aucune information et tu testes comme ça. Boîte grise, où tu as des authentifiants, tu peux aller plus loin. Et boîte blanche, ce dont tu parlais pas mal, où tu as accès au code source, tu peux faire des choses intéressantes, en particulier les LLM. Mais quand tu es en boîte grise, où tu es authentifié, tu as accès à plein de fonctionnalités. Et potentiellement, tu peux créer des choses, effacer des choses. Et donc, dans ton contexte et ta mémoire, elle est limitée. Et en fait, au fur et à mesure, elle se compresse. Mais si au début, tu te dis, surtout, tu ne cliques pas sur le bouton effacement, et puis qu'au bout d'un moment, cette instruction disparaît, ton IA va cliquer partout, va cliquer sur effacer et t'efface toutes les données. Donc, il y a quand même vraiment un risque de débordement. Et il faut vraiment la limiter pour pas qu'elle fasse des bêtises. Je suis absolument d'accord. C'est quelque chose sur lequel on a dû beaucoup travailler, justement, pour éviter ce genre d'accident. Ce genre d'instructions, par exemple, on a bien fait en sorte que tout ce qui est compacté dans le contexte va éviter de toucher à ces instructions critiques qui doivent rester. Mais au-delà de ça, on a encore d'autres mesures supplémentaires. Une IA, fondamentalement, elle n'est pas déterministique. On ne peut pas prévoir à 100% ce qu'elle va faire. Et ainsi, on a dû mettre en place, dans le design, dans l'architecture elle-même du produit, des protections pour éviter, par exemple, que l'IA puisse accéder à des sites qui ne sont pas dans la liste des cibles qui sont fournies par le client, des validations pour faire en sorte que l'IA ne puisse pas exposer le code du client, parce que si c'est un pentest en boîte blanche, il va y avoir des données sensibles pour l'IA, et on veut faire en sorte qu'elle soit protégée, qu'elle ne soit jamais mise et exposée sur Internet. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait rien qui puisse, que l'IA puisse faire des choses malicieuses. Et ces restrictions-là, du coup, on a pu vraiment faire en sorte que on va vraiment mettre des limites sur le réseau. On va vraiment forcer l'IA à rester dans le périmètre de sécurité, même si du coup, elle va commencer à avoir des changements de comportement qui sont inattendus, elle sera fondamentalement incapable de causer des dégâts si du coup le périmètre a été mis en place. Et ce genre de protection, je pense qu'elle est essentielle pour les IA, justement parce qu'elles ne sont pas déterministiques. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Ce qu'on appelle border l'IA. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce moment qui a secoué tout l'écosystème cyber en février dernier, la sortie de Cloud Code Security. Pourquoi est-ce que ça a autant fait réagir la toile et les marchés financiers? Est-ce qu'on a vraiment cru qu'on allait pouvoir se passer de pentest? C'était, je pense, juste le fait qu'il y ait un acteur majeur qui se lance dedans. Ça a pu vraiment montrer et avoir beaucoup plus de portée sur les résultats. Mais en soi, ce qui s'est passé avec le Code Security, c'était déjà des choses que plusieurs autres startups et boîtes pouvaient déjà faire. L'analyse de code statique avec l'IA, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que plein de boîtes ont. Et certes, c'était un sacré boost en termes de visibilité sur les capacités qu'ont les IA aujourd'hui dans la cybersécurité. Maintenant, est-ce que c'est un changement fondamental du statut dans lequel on est actuellement? Non, c'est encore quelque chose qui est dans le progrès, quelque chose qui est continu. Ça va continuer à grimper, mais je pense qu'il n'y a pas eu de tout d'un coup changement fondamental sur quelles sont les choses qu'on a besoin pour la sécurité. Aujourd'hui, on a toujours besoin des mêmes produits, des mêmes personnes pour s'occuper de la sécurité. Donc je pense que c'est juste quelque chose qui a permis d'ouvrir les yeux, mais pas forcément un changement fondamental le jour où c'est sorti cette recherche.
Non, mais je pense qu'il faut souligner que les marchés sont irrationnels. Donc, Vladimir me le soufflait juste avant. En fait, il suffit. Ne répète pas ce que j'ai dit. Non, mais Je peux le dire. Je t'ai cité. Mais il suffit d'un abattement d'aile de papillon pour que tout s'effondre. Finalement, au final, rien n'a changé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'IA, elle va commoditiser tout un tas d'actions. Hier, il fallait embaucher une boîte de services pour produire une application interne sur des années avec des méthodes Scrum, Agile, etc. Là, n'importe quel tech à peu près, même pas tech, peut vibe coder une application interne qui fera au final la même chose et potentiellement avec le même niveau de sécurité. Donc c'est surtout ça. Je pense que c'est la rationalité des gens. Ça met le focus, surtout aussi du grand public, sur ces solutions émergentes. Ouais, qui ne comprennent pas comment ça marche. Il y a des investisseurs dans la salle par hasard ou pas? Est-ce qu'on peut balancer ou... Non, il n'y a pas de fonds d'investissement? Je ne sais pas si vous allez vous dire. Non mais oui, effectivement, c'est que, je l'ai dit à demi-mot, mais ils ont été complètement cons de réagir comme ça. Ça a été l'excès, parce que ça a été la panique. Il y a comme, je ne sais plus quel journal, ils ont pris un abonnement Cloud Code, ils ont refait l'application Monday en 2 heures. Oui, ok, ils ont réussi à faire un équivalent, mais il n'y a pas toute la partie commerciale, accompagnement, etc. qui va avec, le suivi. Donc oui et non, réellement. Par contre, c'est marrant, on parle beaucoup moins du leak d'il y a 2 jours de tout le code source de Cloud Code, où dedans, il y a des petites règles qui disent si tu viens de chez Anthropic, tu as moins d'hallucinations. Si tu viens par contre pas de chez Anthropic, tu as plus d'hallucinations, des fausses données, etc. C'est marrant que ça a un peu moins fait trembler les marchés. Le leak est public, vous pouvez y accéder. Il est aussi sur archive.org. Vous avez tout le code source de Anthropic. Une partie en tout cas. Une bonne partie. Une partie. Alors le thème phare du salon, c'est... On va reprendre. Le thème phare du Salon du FIC cette année, donc, c'est maîtriser nos dépendances numériques. Je voudrais qu'on en parle un petit peu, on fait une petite digression, parce que donc la question c'est pourquoi est-ce que ça pose problème d'envoyer tout son code aujourd'hui sur Anthropic ou autre IA, que ce soit pour vérifier des failles ou développer une application dont vous parliez. Alors déjà parce que Anthropic, c'est pas une société française, c'est une société américaine qui est dirigée par quelqu'un qui, sur un coup de tête, est allé envoyer des missiles dans un pays du Moyen-Orient. Du coup, et qui sont soumis à tout un cas de législation particulière. Et en fait, on a beau cocher la case comme quoi ça va pas servir à entraîner les modèles. Je pense que les Américains, le jour où on leur demande, le gouvernement le demande à ces sociétés de le faire, il n'y aura pas trop de doutes. Et les données françaises, européennes et des autres pays tiers seront utilisées comme ils veulent. Donc c'est vraiment un problème de souveraineté. C'est-à-dire qu'actuellement, on a Mistral qui est un champion de l'IA français, européen. Malheureusement, il est encore pas au niveau d'un Anthropic, en tout cas, ne serait-ce que sur la partie marketing. Mais ouais, on envoie des données à des sociétés de droits différents, des sociétés qui sont liées à des pays qui peuvent être hostiles selon comment on les considère. Et du coup, ça pose vraiment des questions. Si on met le code d'un client dedans, déjà, on peut avoir des problèmes juridiques le jour où ça se sait. Le code de Cloud Code a fuité, donc pourquoi pas au final les prompts qu'on envoie. Donc le jour où nos clients vont apprendre qu'on a filé tout le module interne de leur back-end monétique, je me demande quelle va être la surprise. Donc il faut faire attention à ça, et on a un vrai souci actuellement, c'est que je pense que l'IA est mal cadrée dans toutes les entreprises, que les gens ne sont pas sensibilisés, et que du coup on a un vrai problème de souveraineté et de perte de contrôle sur la donnée comme on ne l'a jamais eu. Absolument, et à la fois... Pardon, tu veux y aller ? Non, mais vas-y, mais je voulais dire, c'est pas un problème d'IA. Est-ce que c'est problématique pour toi que ton code source sur GitHub, qui est même dans un repo privé, tu le mettes sur Anthropic? En fait, non, il est déjà sur GitHub, boîte américaine. Est-ce que c'est problématique que tes documents confidentiels que tu stockes sur Office 365, tu les mettes sur Claude, etc., pour les analyser? Non, au final, parce qu'ils sont déjà sur Office 365. C'est ce que tu as dit à la fin, c'est un vrai problème de souveraineté générale et qui n'est pas forcément lié à l'IA. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont dans le bon sens aujourd'hui, qui vont avoir des solutions self-hostées, par exemple GitLab, qu'on peut faire tourner sur son propre serveur. Je vois beaucoup d'entreprises, en particulier dans les secteurs un peu plus régulés, qui vont aller de ce côté-là. Donc il y a des solutions qui existent, il faut juste réussir à pouvoir les pousser un peu plus. C'est souvent un tout petit peu plus d'efforts, donc c'est un peu moins facile et évident pour les entreprises d'aller de ce côté-là. Mais c'est quelque chose qui devrait être nécessaire aujourd'hui. Et pareil pour les LLM, pour les modèles de langage. Bon, malheureusement, logistiquement parlant, c'est plus compliqué d'avoir chez soi son propre modèle parce qu'il faut avoir des cartes graphiques qui coûtent 50 000 €. Donc c'est évidemment plus simple de passer par le cloud. Mais aujourd'hui, même sur le cloud, on a des serveurs qui vont pouvoir utiliser des cartes graphiques qui sont hostées, qui sont du coup hébergées en Europe ou même en France directement. C'est des solutions qui existent. Elles sont pas assez utilisées aujourd'hui, j'ai l'impression, mais
j'ai l'impression que les solutions sont présentes et c'est vraiment une question de pouvoir pousser et aider en fait les entreprises, leur montrer que ces solutions existent et les aider à implémenter ces solutions souveraines. Donc si demain une entreprise décide de reprendre le contrôle sur ces modèles d'IA pour des raisons de souveraineté et les héberger elle-même, c'est vraiment possible et réaliste aujourd'hui ? Bah oui, totalement. Tu peux héberger toi-même. Tu parlais du coût des cartes. En fait, tu peux avoir des cartes beaucoup moins chères et tu as des systèmes de compression de données qui permettent d'avoir un levier x6, qui permettent d'avoir beaucoup plus de capacité avec des cartes entre guillemets graphiques normales. Et alors, ouais, tu parlais de Mistral. Non, c'est toi qui parlais de Mistral qui parlait, ouais. Oui, c'est une bonne solution. Mais voilà. Bon, après, il y a le modèle, c'est horrible de dire ça, mais il y a le modèle open source QN chinois 3.5 qui est vraiment très très performant. Alors, il est open source, comme ça on peut l'héberger en interne. C'est triste de se dire, ok, on va utiliser un modèle chinois, mais par contre, il est très performant. Je ne sais pas si c'est politiquement correct de dire ça, mais... Non, mais après, je pense qu'il y a aussi des problèmes de puissance. C'est-à-dire que même aussi bon Qwen soit-il, il est quand même très loin de ce que fait Anthropic actuellement. Donc, La tendance est dans le bon sens. Les modèles open source, j'ai l'impression, en tout cas sur nos benchmarks à nous, il y a un an, on pouvait voir un gap de 8 mois peut-être entre les modèles open source et les modèles Anthropic OpenAI. Aujourd'hui, le changement, ils sont à peine 4 mois derrière. Donc j'ai l'impression que ça se referme vraiment. Et aujourd'hui, je pense que les performances des modèles n'est plus vraiment une excuse valide parce que c'est vraiment que 4 mois de différence. Et aujourd'hui, on peut avoir du niveau de GPT-5 ou plus dans l'open source aujourd'hui. J'aimerais qu'on reparle de ce que ça change vraiment pour le métier de pentester, l'arrivée de l'IA. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, j'ai l'impression, peut-être qui sont intéressés par vos métiers du pentest. Qu'est-ce que ça a changé radicalement donc, pour le métier et est-ce qu'on peut encore pentester aujourd'hui sans utiliser l'IA ? Est-ce qu'on peut être anti-IA et pentester ? Oui, mais pas à la même échelle. Si tu as une application, oui, en tant qu'humain tout seul, tu peux utiliser tes outils classiques et faire un test d'intrusion. Par contre, si tu commences à avoir des objectifs par rapport à ton entreprise de entre guillemets rentabilité, mais de quantité de tests d'intrusion que tu dois faire, là, ça va commencer à être compliqué. Ou alors, première phase, tu vas automatiser tout ce que tu fais et après, effectivement, tu peux utiliser l'IA pour compléter. non, mais c'est ça en fait. C'est est-ce qu'on a envie de se passer d'un outil ? Est-ce que les pentesters actuellement ont envie de se passer de Kaido ou Burp Suite ? C'est un peu des paradigmes similaires. Qu'est-ce que ça change ? C'est qu'en fait, ça devient accessible. Moi, ce que je crains, c'est que les jeunes se reposent énormément dessus et du coup vont aller chercher des vulnérabilités sans comprendre en fait comment elle est exploitée, ou comment comprendre comment elle est jouée, pourquoi elle marche pas, enfin des choses comme ça, et qu'on est plutôt sur du prompt un petit peu sauvage. Et j'ai peur qu'on perde un petit peu cette volonté, en tout cas la difficulté qui était longtemps le cas dans le cadre du pentest, c'est-à-dire qu'il fallait être passionné, il fallait s'accrocher, ça manquait de doc, les ressources elles n'étaient pas partagées, et du coup fallait creuser. Là maintenant on ouvre ChatGPT, on lui dit comment je peux exploiter ça, il sort un POC, un payload, et puis du coup on va le soumettre sur le truc de Bug Bounty et on va chercher $50. Donc c'est ça que ça change. C'est-à-dire que le niveau d'accès, je pense qu'il est plus facile. Par contre, ça va tirer vers le haut les compétences nécessaires pour les entreprises. Je pense que les entreprises, elles vont moins recruter de juniors. Elles n'en recrutent déjà pas des masses, mais ça risque d'être drastiquement resserré. Et maintenant, on préférera quelqu'un qui est très agile, qui comprend, qui sait très bien utiliser l'IA. Et en fait, il fera le travail c'est ce que disait Vladimir tout à l'heure, il fera le travail de plusieurs personnes. Et du coup, il sera plus scalable. Il pourra faire plusieurs applications et il sera plus efficace. Mais ça peut être un jeune. Non, ça peut être un jeune. Je pense qu'on pourra, mais en fait, on prendra la crème de la crème. C'était peut-être déjà un petit peu le cas, mais ce sera encore plus le cas. Et surtout des gens qui arrivent à prendre le virage de l'IA, de le comprendre, de l'utiliser comme il faut. Maintenant, Valentin, sur ce que tu disais sur cette peur de perdre ce savoir fondamental et de se reposer trop sur l'IA, si on fait le parallèle un petit peu avec les cours que j'avais il y a encore 4-5 ans, où j'apprenais l'assembleur pour pouvoir apprendre à coder. Donc l'assembleur qui est vraiment quelque chose une brique élémentaire entre guillemets de tout le code que l'on fait. Quand on fait du Python, au final, tout en bas, tout au fond du processeur, ça va être de l'assembleur qui va tourner. Donc on s'était dit, ok, on va apprendre l'assembleur comme brique fondamentale qui va nous ensuite permettre d'apprendre à coder. Mais aujourd'hui, je connais l'assembleur, je sais coder en Python, mais c'est pas grâce à l'assembleur que j'ai appris à coder en Python finalement. Donc, si on fait le même parallèle sur la sécurité, aujourd'hui, on commence à avoir des outils automatisés qui performent mieux que 95% des pentesters, peut-être plus encore sur le futur. C'est légitime de se poser la question, est-ce qu'il sera encore nécessaire
de savoir fondamentalement comment est-ce que les vulnérabilités marchent techniquement pour pouvoir les trouver, les identifier et les régler, ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt être optimiser et vraiment avoir cet apprentissage sur l'utilisation de ces outils, comment les développer, comment les améliorer, qui va vraiment devenir le facteur le plus important dans le gain de performance et de vulnérabilité détectée et réglée. Je vais faire un parallèle avec l'automobile. Vous savez changer le carburateur de votre voiture ? Bien sûr que non. Il y a quelques générations, les gens maîtrisaient toute la technique de la voiture, savaient changer le carburant, réparer la voiture. Aujourd'hui, on ne sait plus du tout faire. En plus, maintenant, c'est que de l'électronique. Et est-ce qu'il n'y a aussi pas un parallèle où, au final, ce qui t'importe dans une voiture, c'est que ça t'emmène d'un endroit à un A à un endroit B. Et finalement, quand tu fais tes intrusions, ce que tu veux, c'est trouver de la vul. C'est un peu triste à dire. Là, je suis contre ma crèmerie, mais de dire, au final, même s'il ne comprend pas trop, au moins, il sait trouver des vulnérabilités, il sait les exploiter, etc. Il y arrive par du prompt, je sais pas. Non, je pense que c'est intéressant. Je pense surtout que ça va transformer les usages et la façon dont on voit les métiers. Les métiers ne vont pas disparaître, ils vont juste se transformer. Mais ça va complexifier. C'est-à-dire qu'une personne bien aiguisée fera le boulot de 5 avant. Donc en fait, forcément, on créera moins de postes. Après, peut-être que les usages vont tellement se transformer qu'il faudra recruter 5 fois plus de personnes. Et du coup, au final, on reviendra dans la situation idéale. Mais non, je suis assez d'accord. Je pense que ça va surtout transformer les usages. Mais pour moi, le truc qu'il ne faut pas perdre en tant qu'étudiant, que jeune, c'est cette envie de comprendre pourquoi. Les IA, les LLM sont parfaits pour comprendre une technologie. Tu parlais de l'assembleur, typiquement on peut se lancer dedans en demandant explique-moi pourquoi, comment ça fonctionne, pourquoi c'est ça, et ça ferait probablement un meilleur professeur que celui que tu as pu avoir à la fac, et tu seras content. Mais même là, est-ce que tu as besoin de... Nous, on est en train de regarder sur le fait de trouver de la vulnérabilité en prenant les binaires, en prenant le correctif, et faire le diff automatiquement par l'IA. Moi, je suis nul en reverse. J'en ai fait à une époque, surtout pour craquer des logiciels, etc. Enfin, à l'époque, quand on était jeune. Mais je suis nul en reverse et ça me fait chier d'aller récupérer un page, de le reverser, etc. pour faire l'exploit. Et là, avec l'IA, on commence à essayer d'utiliser ça pour coder les exploits automatiquement. Et c'est génial. Alors, très honnêtement, je comprends plus ce que ça fait, etc. Mais au moins, ça marche. Non, mais je suis d'accord. Et du coup, on devient scalable là-dessus. Parce que du coup, avant, il fallait quelqu'un qui aille faire le patch du diff. Des fois, la regarder. Enfin, c'était galère et c'était long. Là, maintenant, ça va aller beaucoup plus vite et on pourra mieux protéger nos clients. Parce que du coup, on pourra industrialiser cette partie one day en allant tester sur leurs infra et leur remontant les vulnérabilités. Donc non, clairement, ça va changer des choses. Non, c'est sûr qu'on va aller beaucoup plus vite. Mais après, maintenant, j'ai moi-même beaucoup fait de hacking manuel avant d'automatiser avec l'IA. J'ai moi-même audité des clients et participé à beaucoup de compétitions de hacking où je faisais vraiment des choses vraiment très techniques où j'avais besoin de comprendre le tout. Aujourd'hui, si on regarde ces mêmes compétitions de cybersécurité et de hacking, ce n'est pas juste la partie d'exploit, c'est pas juste le script d'exploitation qui va être codé, ça va être également l'identification des vulnérabilités qui va être faite de façon automatisée. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus qu'une question de développer l'exploitation, mais aujourd'hui on arrive à automatiser et la détection et l'exploitation, et même du côté non pas seulement attaquant mais également développeur, le patch, le fixe, le changement qui va être fait au code pour pouvoir ajouter une défense nécessaire à l'exploitation. Et je pense qu'on a le cycle complet aujourd'hui qui est relativement bien automatisé. On a besoin toujours d'intervention pour pouvoir utiliser cet outil. Il ne va pas s'exécuter tout seul, évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a l'IA qui trouve plus de failles de sécurité qu'avant, l'IA qui permet aussi de plus facilement régler plus de failles de sécurité qu'avant. Se limiter au développement d'exploitation serait ne pas utiliser l'IA à son potentiel complet, j'ai l'impression. Comment est-ce que vous avez appris, vous, à utiliser les IA et à prompter pour le pentest? Est-ce que c'est quelque chose qui s'enseigne, qui se partage, ou est-ce que vous avez appris sur le tas, comme le font beaucoup de hackers? Alors, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très pratique, j'ai jamais beaucoup aimé la théorie. Enfin, il y a une raison pour laquelle j'ai arrêté l'université. C'est vraiment parce que l'expérimentation, en particulier dans les domaines qui sont nouveaux, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que on peut par nous-mêmes voir ce qui va se passer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et de ce que j'ai pu voir, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le prompting est en réalité, en fait, une partie assez minoritaire de ce que fait un bon pentester. Aujourd'hui, ce qui fait 90% de la raison pour laquelle notre produit marche aussi bien, c'est grâce à l'orchestration en fait, des agents. Ça va pas être un agent d'IA avec une très bonne prompt, ça va être des centaines d'agents IA qui vont se coordonner pour travailler ensemble sur des fonctionnalités différentes, en même temps pouvoir partager des informations également, pour qu'il y ait
aussi des fonctionnalités qui interagissent avec d'autres et voir des vulnérabilités qui ont plusieurs étapes. Toutes ces parties sont vraiment complexes à mettre en place et beaucoup de code et relativement peu d'IA finalement. Ça va mettre beaucoup d'organisation en fait. Maintenant, bon, le prompting, ça reste quand même important. Il y a des aspects qu'on doit pouvoir régler. L'IA, par exemple, on peut vite remarquer qu'elle est particulièrement forte dans tout ce qui a plus d'1 an d'existence et de savoir. Mais pour toutes les techniques qui ont été découvertes dans les 12 derniers mois, ça ne va pas être dans le savoir de l'IA. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer assez vite. Quand on lui demande d'exploiter une nouvelle technique qui a été découverte il y a moins de 12 mois, elle ne va pas pouvoir toute seule. Donc, ça reste quand même important de pouvoir avoir des gens qui vont lui fournir les données en fait, nécessaires pour qu'elle puisse être toujours à jour sur quelles sont les dernières techniques qui ont été découvertes, quelles sont les dernières meilleures méthodes et stratégies qui ont été mises en place. Donc on a quand même un côté savoir dans le prompting qui est essentiel aujourd'hui. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose que l'on remarque avec l'expérimentation. On fait du hacking avec l'IA, on compare, on regarde ce qu'on a raté, et ensuite on améliore jusqu'à que ça ne rate plus rien et que ça trouve plus de choses que ce qu'on pensait pouvoir trouver. Ça s'apprend avec la pratique, principalement. Sa réponse est parfaite. Hein. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui souhaitent apprendre à utiliser l'IA, à développer des agents IA, à prompter pour du pentest? Comme ce qu'il vient de dire, à tester, essayer. Tu peux même demander à l'IA de te réaliser des prompts. Est-ce que ça peut s'apprendre pendant les études? Est-ce que les formations doivent aussi s'adapter Ça, c'est un autre sujet d'éducation nationale. Il faut qu'elles s'adaptent. Il y en a certaines qui essaient de s'adapter. Malheureusement, on sait tous que les formations, elles s'adaptent avec une latence relative. Donc, oui, il faut s'adapter. Je pense qu'après, il y a plein de ressources. L'avantage, c'est que la communauté partage beaucoup sur les prompts qui marchent, des choses comme ça. Donc, en fait, il faut mettre le nez dedans, il faut expérimenter, il faut essayer de partager, il faut essayer d'aller à des conférences, il faut essayer d'aller rencontrer des gens et rejoindre des serveurs Discord pour échanger sur des techniques. Ça marche pas mal. Après, j'ai envie de dire, est-ce que demain les CTF ce sera pas des concours de prompting? J'ai eu un inside le C2 où en final les gens se désolaient un petit peu du fait que les équipes elles cherchaient plus, elles disaient à Claude j'ai ça, résous-moi le tchal. Et en fait, comment on résoudra ce problème de compétition, j'en sais rien, mais en tout cas ce sera peut-être pas là qu'il faudra aller chercher les prompts. Non, mais du côté d'expérimentation, par contre, il y a quand même une chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans un âge où ça n'a jamais été aussi facile d'avoir des projets personnels, de pouvoir coder sur le week-end et faire des applications entières en quelques jours. Et la communauté également aussi, elle est très active, non seulement du côté sécurité, mais également du côté développement de ces produits. On a toute une communauté qui est présente, qui va pouvoir partager des connaissances. En particulier, si je peux conseiller, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a la conférence de Unprompted qui a sorti ses talks il y a quelques jours sur YouTube. On a vraiment des experts qui ont partagé tout leur savoir, tous leurs apprentissages sur comment est-ce que ça marche l'IA, comment est-ce qu'on peut créer des produits, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et comment régler les problèmes actuels. Donc aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance du côté et savoir et de la facilité de construire des choses. Et si on se met d'un point de vue du coup de l'entreprise maintenant, est-ce qu'on fait toujours appel à des cabinets comme l'Exfo ou à une solution comme Patrol, ou est-ce qu'on se débrouille avec les outils IA qui sont présents sur le marché, ou est-ce qu'on développe ses propres agents IA aujourd'hui? Comment ça se passe? Non, nos clients, ils ne le font pas pour l'instant. Nos clients, ils font de l'IA sur des chatbots, sur la gestion de données, et ils nous demandent de les auditer, mais pour l'instant, le marché est à peu près stable. On verra comment ça passe dans le futur, si les équipes internes se mettent à faire des projets, mais on est dans un pays où il y a beaucoup de réglementations, même dans l'Europe où il y a des directives, et du coup, il faudra forcément un contrôle par un tiers ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y aura toujours besoin de sociétés qui devront s'adapter pour automatiser, pour utiliser l'IA, pour être plus performants, pour augmenter la résilience des entreprises, qui est au final notre but à nous trois. Oui, non, mais la question, c'est la même que pour n'importe quelle solution. C'est est-ce que tu préfères le faire en interne ou l'externaliser à une autre entreprise qui est plus spécialisée, qui ne fait que ça? C'est vraiment une question de où est-ce que tu mets ton argent. Est-ce que tu as la capacité de maintenir des compétences en interne, que ce soit du pentest ou d'IA? Est-ce que c'est ton choix ou pas? Ou plutôt, tu préfères te reposer sur des gens dont c'est le métier? Chaque entreprise a sa propre stratégie. Heureusement, beaucoup ont la stratégie d'externaliser, donc ça nous arrange. Mais parce qu'après, maintenir des compétences, que ce soit IA ou pentest, ça coûte très cher. Il faut faire évoluer ces gens dans l'entreprise. Quand ce n'est pas le cœur business de l'entreprise, ce n'est pas forcément évident. Donc oui, il y a encore de la place pour nous, j'espère. Est-ce que vous avez des clients qui vous demandent de pentester leur propre IA
Pourquoi c'est important? Est-ce qu'il y a des risques? Alors oui, on en a qui nous demandent de plus en plus. Oui, c'est important parce qu'en fait, comme le disait Philippe, c'est non déterministe. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'elle va faire. En général, elle est déployée dans des Docker, dans des environnements qui ne sont pas forcément bien isolés. Du coup, c'est important d'aller tester si on ne peut pas faire l'injection de prompt, si on ne peut pas récupérer les données d'entraînement, si on ne peut pas sortir de la partie conteneurisation. Donc ouais, on en a de plus en plus qui viennent. Alors pour l'instant, c'est surtout des chatbots ou des applications web qui vont gérer de la donnée d'études ou des choses comme ça. Mais ça existe. Vous avez peut-être entendu parler de la personne qui a réussi à faire sortir du code Python au chatbot de Chipotle. Voilà, ça fait partie du prompt injection. C'est un détournement d'usage parce que du coup, les tokens API qui font appel au LLM de Chipotle, ils ont dû partir en flèche parce que du coup, on peut lui demander de nous sortir du code Python plutôt que de nous commander un burrito. Donc, Ou là même surtout les bots russes qui ont été utilisés sur Twitter pour faire de l'influence, où certains arrivaient à contourner le prompt et alors ils leur demandaient de faire la recette de la tarte à la fraise, je crois, à chaque fois. Mais oui, c'est important de tester. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues voir d'ailleurs nous pendant le salon pour voir si on faisait les tests justement de leur IA. Et est-ce que l'humain il serait capable de tester une IA sans utiliser une IA? ouais, je pense. Oui, c'est possible. Ouais, en tout cas, actuellement, l'expertise, c'est surtout de faire du pentest. L'IA, au final, est assez récente dans l'histoire moderne du pentest. C'est quoi, 2 ans maximum? Et en fait, les experts qu'on a, ils savent auditer n'importe quel système. Donc, l'IA est un système et du coup, il est auditable. Oui, non, absolument. Surtout que c'est très nouveau, comme on l'a mentionné, c'est quelque chose que les gens ne savent pas encore comment protéger. C'est pas aussi mature que ce dont on a l'habitude, comme les applications web en général qui existent depuis 30 ans maintenant. Donc c'est quelque chose qui grandit à une vitesse phénoménale, mais qui est assez nouveau pour qu'on puisse pas encore avoir de bonnes pratiques en fait qui sont généralisées sur comment protéger. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les IA sont capables de hacker les IA. On a vu des pentests que nos IA ont fait tourner, où on avait un site internet, on avait une IA qui faisait des actions, on avait notre propre IA qui allait lui demander de faire certaines actions malicieuses, donc du prompt injection. Et c'était vraiment marrant de voir, c'était vraiment intéressant de voir une IA interagir avec une autre IA et l'attaquer en direct. C'était une vision assez unique quand j'ai vu ça. D'autres retours d'expérience sur le pentest de l'IA? Non. Est-ce que ça vous alerte qu'une IA puisse hacker une autre IA? Pas plus que ça, mais le problème c'est que comme c'est non déterministe, autant sur un logiciel classique c'est déterministe, donc tu as un nombre d'entrées limité. Là c'est infini. Comme c'est des phrases, tu peux formuler comme tu veux avec des synonymes, etc. Donc entre guillemets, tu es quasiment sûr de pouvoir contourner les contrôles. Alors pour conclure, est-ce qu'on répond à la question de notre table ronde? L'IA est-elle déjà un meilleur pentester que l'humain? On se fait un petit tour de table. Philippe? Je pense Va-t-elle que devenir comme toutes les questions de débat, c'est nuancé. C'est à mon avis déjà meilleur que le pentester moyen. Maintenant que dans tous les pentesters ou dans tous les domaines, ça je pense qu'on n'y est pas encore. Mais maintenant, là, je pense que pour la majorité des gens aujourd'hui, c'est une solution qui est très viable s'il s'agit de remplacer un pentest, on va dire, traditionnel avec une boîte normale et comme une autre. Valentin? Au final, je suis assez d'accord avec sa réponse. C'est pas meilleur qu'un pentester qui sera aguerri. Clairement, les pentesters moyens ou comment dire, sans forcément une expertise très poussée, oui, l'IA fera aussi bien qu'eux, voire un petit peu mieux. Donc les usages vont changer. Mais voilà, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, j'espère. Vous n'allez pas tous être au chômage tout de suite. Vladimir? De façon pas du tout originale, je suis à peu près de l'avis de mes deux comparses. Effectivement, oui, après, moi, je le vois comment? Fallait pas être d'accord à un moment. Oh, l'IA va remplacer tous les humains. On devait s'engueuler. Non, mais oui, par contre, c'est vrai que nous, on l'utilise vraiment comme un outil de plus, un outil très puissant, qui complète effectivement la collection d'outils à disposition de nos pentesters. Et par contre, juste pour préciser, moi dans mon équipe, j'ai des gens qui sont très portés là-dessus et qui pensent que dans 5 ans, on sera les secrétaires des agents LLM. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette vision, mais en tout cas, il y en a qui le pensent. Alors c'est vrai qu'on répond à une question dans ce temps actuel, mais il y a une certaine tendance également
où il y a 2 ans, ça pouvait rien faire. Il y a 1 an, ça remplaçait les pentesters juniors. Aujourd'hui, ça remplace les pentesters moyens. On peut se légitimement poser la question où est-ce qu'on sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc je pense que c'est encore un débat qui sera ouvert et qui va continuer à... On sera tous sur le site Rent a Human. Tu connais? C'est le site où, par les IA où tu peux louer un humain qui va faire une action demandée par une IA. va pentester physiquement ce bâtiment maintenant. Eh bien, merci à vous trois pour tous vos insights aujourd'hui sur l'IA et le pentest. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions, si vous en avez. Vincent Nguyen. En fait, je trouvais que c'était pas très juste de parler de quelqu'un sans l'inviter. Du coup, j'ai demandé à Claude. Sa réponse courte est pas encore globalement, mais c'est en train de changer très vite. Et sur certaines tâches précises, l'IA dépasse déjà la majorité des humains. Ensuite, il m'a parlé de Artemis et des tests qui avaient été faits par l'université de Carnegie Mellon, si jamais ça vous parle, où ils ont confronté une IA à 10 pentesters certifiés OSCP. Et Artemis est arrivé 2e. Pas mal. Enfin, Claude m'a fait une petite ouverture vers le standard PCI DSS en me disant que tant qu'un outil automatisé ne peut pas comprendre le processus métier d'un système pour le compromettre, cela ne peut pas s'appeler un test d'intrusion. Moi, je trouvais ça rigolo parce que je connais quelques pentesters qui, malheureusement, ne comprennent pas eux-mêmes le processus métier qu'ils auditent. Attends, il y a Claude qui est en train de balancer sur PCI DSS en disant que les scanners de vulnes certifiés PCI DSS ne font pas des vrais audits PCI. Oui. Ouais, Oui. pas mal. Il troll. Voilà. Et sinon, juste une seule question, c'était est-ce que ça va impacter du coup le prix des prestations? Vous avez à plusieurs reprises évoqué le fait que les prestats allaient être plus rapides à faire, mais vous avez plutôt pris l'option en étant le périmètre, mais peut-être qu'il y a plutôt des clients qui aimeraient rester à périmètre constant, mais réduire le prix. Attends, rappelle-moi dans quelle entreprise tu étais avant, et quand tu avais une mission sur 10 jours, mais qu'en fait tu savais très bien que tu la faisais sur 5 jours, tu vendais 5 ou 10 jours? C'est pas la peine de répondre. Non, je pense qu'effectivement, il y a un problème de prix. C'est-à-dire que le jour où c'est scalable et c'est jouable, les clients ils voudront tirer le prix vers le bas. Les entreprises le feront, on le voit déjà. Le pentest s'est commoditisé, il y a eu plein de nouveaux acteurs qui baissaient les TJ. Et du coup, le marché devient compétitif parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et ça le deviendra petit à petit où on dira ouais, mais avant, il vous fallait 5 jours pour faire un audit. Là, vous nous dites en table ronde qu'au final, vous faites 5 fois plus vite. Donc, je vais payer un jour. Et on risque d'avoir un problème. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Après, les prix sont tirés vers le bas de manière générale par le marché, mais on n'est pas encore sur le fait que l'IA aide à baisser les prix des prestations. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu cet équilibre que l'on cherche. Si on paye plus, on peut utiliser plus de tokens, plus de processeurs, de puissance de calcul pour les LLM. Ça veut dire qu'on peut avoir plus d'agents, plus de profondeur dans chaque fonctionnalité. Donc au final, c'est aussi quelque chose qu'on peut équilibrer. Si on a un budget qui est relativement haut, les entreprises auront tendance à éviter de sacrifier de la qualité et investir cet argent pour avoir plus d'agents, plus de profondeur, pour avoir plus de résultats avec du coup les pentests automatisés. Donc tant que le budget est là, je pense que ça va vraiment garder et prioriser la qualité sur le coût lui-même. Et puis ça, c'est tant qu'Anthropic n'augmente pas ses prix, parce que sinon, on va tous devoir augmenter le prix des prestations. Ouais, au-delà de ça, il y a beaucoup de RSSI dans la salle là, parce qu'en fait, quand tu fais des pentests, souvent, les tests d'intrusion, le rapport est fini sous un meuble à caler le meuble. Et effectivement, je pense que parce qu'il y a plein de tests d'intrusion où tu reviens d'année en année, c'est les mêmes vulnérabilités, etc. Et en fait, effectivement, il y a un fort risque à ce qu'ils tirent les prix vers le bas pour avoir juste le rapport, pour cocher la case et dire voilà, regardez, j'ai coché la case, j'ai fait un pentest, je suis tranquille. Après, aujourd'hui, c'est également plus simple de régler ces fonctionnalités. Quand on a un pentest qui est fini sur une plateforme comme Akido, on peut avoir directement le bouton autofixe et on aura une autre IA qui va régler le problème. Donc, ils n'ont plus d'excuses maintenant, ça prend des secondes à régler le problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas. Oui. Alors, je vais prendre un micro qui n'a pas de fil. Merci. Merci pour la présentation. Vous avez parlé des limites des capacités de pentest, notamment avec la limite de contexte qui peut amener à oublier des instructions, des guardrails. Mais là, on est passé à l'ère de l'automatisation avec des agents et des RAG. Est-ce que via cette utilisation, on ne pourrait pas justement à chaque fois rappeler les règles et le contexte précis dans lequel doit se dérouler le pentest, enfin le scope?
Absolument. C'est déjà ce qu'on fait actuellement. On voit une bonne efficacité avec ça. Pour l'instant, on n'a pas vu un seul agent faire une action malicieuse, mais on veut quand même rester de façon sécurisée. On a déjà vu un cas, par exemple, sur, bon, c'est pas beaucoup, c'était sur 200 pentests, mais on a quand même vu un cas où il y a eu trop de requêtes qui ont été envoyées par les agents et le site n'a pas pu supporter cette quantité de requêtes. Donc c'est quand même important de mettre en place ces guardrails et vraiment pousser le plus loin possible dans la sécurité. Mais c'est pas quelque chose, une fois de plus, qui est déterministique, qu'on ne peut pas prédire à 100%. Donc ça reste important comme vous l'avez mentionné, utiliser ce genre de stratégies qui vont vraiment demander aux agents, mais également les restreindre dans leurs actions pour éviter d'avoir des dégâts sur le site internet. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je vous vois très mal, donc il faut faire... Ouais, sachez qu'on ne vous voit pas. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à vous trois pour votre présence aujourd'hui. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne fin de salon et un bon retour chez vous après ces 3 jours intenses. Merci.